J'ai toujours été impressionné par les constructions qu'on voit souvent sur Internet. On a l'impression qu'elles reposent sur rien du tout. Comment ces structures peuvent tenir dans un équilibre aussi instable? On a l'impression qu'elles tiennent dans le vide, comme par magie. Eh bien, ça a un nom et ça s'appelle la tenségrité. Le terme tenségrité est formé par la contraction des mots tension et intégrité. Le concept désigne une structure faite de tiges et de câbles capables de se stabiliser par le jeu de forces de tension et de compression qui se répartissent et s'équilibrent. Les structures établies par la tenségrité sont donc stables car la répartition des contraintes mécaniques se fait sur la totalité de la structure. Beaucoup de constructions en architecture se basent sur ce concept de tenségrité. Il est même utilisé pour créer des ponts. En décoration, c'est utilisé aussi. Puis j'ai vu qu'il existait un mini-modèle en Lego et j'ai voulu essayer pour me rendre compte par moi-même. Petite explication sur comment tient le modèle Lego. Il y a deux bases en forme de L, une à l'endroit et une à l'envers. On a l'impression qu'elle tient par magie dans le vide. En fait, c'est assez simple, comme la structure à l'envers est retenue par des chaînes. La chaîne du milieu retient la base du dessus, qui est à l'envers, et les deux chaînes sur les côtés retiennent la base du dessus pour ne pas qu'elle parte sur la droite ou sur la gauche, pour l'empêcher de tomber sur le côté. Alors si on applique une toute petite force, la structure bouge mais reste en place. Par contre, la structure est vraiment fragile. Si on applique une force un peu forte, tout s'effondre et il faut la remettre en place. Le principe de tenségrité nous dit que l'équilibre se fait grâce à des forces de tension et de compression. Tension, compression, raideur, souplesse, étirer, renforcer. Le modèle de tenségrité est-il applicable à d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir à des constructions de câbles et d'acier, comme par exemple le corps humain? Les muscles, les tendons et les ligaments ont l'air de maintenir en place tout notre squelette. Mais les parties du corps humain sont-elles toutes en interaction les unes avec les autres? Pendant très longtemps, on a pensé que les parties du corps n'étaient pas reliées entre elles, n'étaient pas en interaction les unes avec les autres, mais ça, c'était avant de faire une découverte très importante. On a découvert l'importance des fascias, ces grands oubliés du corps humain. Qu'est-ce que les fascias? Ce sont des tissus conjonctifs présents dans tout notre corps, directement sous la peau et plus profondément. Chez un adulte, ces membranes blanchâtres pèseraient une vingtaine de kilos. Les fascias constituent un système à part entière. Ils enveloppent nos muscles, nos tendons et nos organes, ils soutiennent nos os, une véritable toile d'araignée à l'intérieur de notre corps. Ignorés et sous-estimés pendant des siècles, ils suscitent désormais un grand intérêt car ils participeraient à la perception du corps, à la transmission de la force, à la tension ainsi qu'à la cicatrisation. Ils joueraient un rôle central dans notre santé. D'où l'importance des étirements et des automassages qui permettraient de détendre les fascias. Les muscles, les tendons, les ligaments et les fascias serviraient donc de câbles en tension et en compression afin de maintenir notre squelette et nos organes en place. Thomas Myers, avec son livre Anatomy Trains, a été l'un des premiers à mettre en évidence le rôle des fascias. Pendant longtemps, on a étudié les muscles de manière isolée et cloisonnée. Si quelqu'un vient me voir avec une inflammation du fascia plantaire, j'obtiendrai rarement de bons résultats en traitant le fascia plantaire lui-même. J'atteindrai une amélioration sur le long terme en travaillant sur le membre inférieur, les muscles ischio-jambiers, voire l'arrière de la tête ou la nuque, parce que les fascias font tous partie d'un même système. Selon lui, les muscles seraient les maillons d'une chaîne globale organisée en réseau avec les fascias, c'est ce qu'on appelle les chaînes fonctionnelles. Thomas Myers distingue plusieurs chaînes fonctionnelles, 9 au total, la chaîne antérieure profonde, la chaîne antérieure superficielle, la chaîne postérieure superficielle, la chaîne latérale, la chaîne spiralée, les chaînes antérieures des bras, les chaînes postérieures des bras, la chaîne fonctionnelle antérieure et la chaîne fonctionnelle postérieure. Prenez quelqu'un avec une douleur dans le bas du dos. Les causes peuvent être multiples. La douleur peut provenir de la voûte plantaire, des genoux, des hanches. Elle peut aussi descendre des épaules. Le grand triangle formé par les épaules et le bas du dos constitue un ensemble. On peut voir également comment le bas du dos se comporte quand on se penche. Continue de descendre en enroulant la nuque, Laurie. Nous voulons voir si les apophyses épineuses s'écartent les unes des autres ou si elles sont bloquées quelque part au niveau des fascias.
C'est probablement difficile à voir avec la caméra, mais Laurie est bloquée entre les vertèbres L2 et L3. Face à un problème qui se manifeste au niveau du bas du dos, je dois bien regarder partout ailleurs parce que j'ignore où se situe la source du problème. Étant donné que les fascias ont des structures interdépendantes, une douleur peut apparaître dans le bas du dos, qui est une zone fragile chez nous tous, mais sans signifier pour autant que sa source est située au même endroit. Je dois examiner toute la structure si je veux soulager la douleur de façon permanente. Si la théorie de la tenségrité, par la connexion des fascias, se vérifiait, si toutes les parties du corps humain étaient en interaction les unes avec les autres, on peut émettre l'hypothèse que si on masse ou si on étire une zone, on devrait pouvoir observer un gain sur une autre zone. Car, d'après le principe de tenségrité, les forces sont transmises à tous les éléments qui constituent l'ensemble de la structure. Ce qui fait que la moindre tension accrue, la moindre déformation sur un des éléments est transmise à tous les éléments, même éloignés. Donc si on masse ou si on étire une région, on devrait avoir des gains sur une autre zone plus éloignée. J'ai donc fait des recherches et j'ai trouvé une première étude scientifique qui s'intitule « L'effet immédiat de l'autolibération des fascias », en gros de l'automassage, de la voûte plantaire sur la souplesse des ischio-jambiers et de la colonne lombaire, un essai pilote randomisé. La question qu'ils se sont posée, c'est, en pratiquant un automassage de la voûte plantaire, est-ce qu'on observe un gain immédiat en souplesse sur la chaîne postérieure? En partant du principe que la chaîne postérieure existe et nous relie des orteils jusqu'à la tête, avec le réseau de fascia, si on masse la voûte plantaire, donc le premier maillon de la chaîne postérieure, on devrait avoir des gains sur d'autres maillons de la chaîne postérieure, en l'occurrence sur les ischio-jambiers et sur la colonne lombaire. Ils ont fait l'expérience avec 24 sujets répartis en deux groupes, donc 12 sujets dans le groupe intervention, le groupe automassage de la voûte plantaire. Ils devaient pratiquer un automassage de la voûte plantaire avec une balle de tennis pendant 2 minutes pour chaque pied, donc 4 minutes au total. Et 12 sujets faisaient partie du groupe contrôle, ils devaient juste rester assis sur une chaise, les pieds au sol pendant 4 minutes. L'expérience consistait à effectuer le Reach and Sit Test, donc un test de souplesse de l'ensemble de la chaîne postérieure en étant assis, avant et après le protocole de 4 minutes. Donc soit 4 minutes d'automassage pour le groupe intervention ou 4 minutes assis à rien faire pour le groupe contrôle. Donc résultat, le groupe contrôle a amélioré son score de manière très minime. En clair, comme on pouvait s'y attendre, aucun changement, aucune différence significative. Mais le groupe intervention, qui a fait les 4 minutes de massage de la voûte plantaire, a amélioré son score en souplesse de 3 cm, une différence significative. Donc plus 3 cm en souplesse de manière immédiate sur l'ensemble de la chaîne postérieure quand on masse juste la voûte plantaire pendant 4 minutes. Cela dit, ils concluent l'étude en disant qu'ils ont un effet, mais ils sont incapables de l'expliquer parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir si les pressions ont eu un impact uniquement sur les fascias, sur les muscles du pied ou sur les deux à la fois. Est-ce que cette étude permet à elle seule de dire que masser une zone permet de gagner en souplesse à un autre endroit? Est-ce qu'on a découvert une recette miracle? Eh bien, pas forcément, et oui, sinon ça serait beaucoup trop facile, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il faudrait beaucoup plus d'études sur le sujet. Une seule étude, c'est pas assez pour dire que oui, c'est sûr et ça marche à 100%. Il faudrait une dizaine, une vingtaine, voire une centaine d'études avec un protocole similaire avant de pouvoir affirmer qu'il y a bel et bien un effet. Ensuite, l'étude a été réalisée sur un jour, ils ont testé un effet immédiat, mais qu'en est-il 2-3 heures ou un jour après? Est-ce que les gains sont conservés à long terme ou est-ce qu'il s'agit juste d'un effet instantané, donc à très court terme, et qui disparaît entièrement si on attend 5 minutes? Donc j'ai trouvé une deuxième étude sur l'effet immédiat de l'automassage des fascias sur la souplesse des ischio-jambiers. En gros, ils ont massé soit la région suboccipitale, soit les ischio-jambiers, soit la voûte plantaire pendant 4 minutes à chaque fois. Et pour chacune des régions, ils ont eu une amélioration de la souplesse de 4 cm environ sur notre fameux Sit and Reach test et sur un test de souplesse active et passive des ischio-jambiers. Donc pour l'instant, les résultats vont dans le sens de Thomas Myers et semblent confirmer l'hypothèse de la tenségrité des fascias. Ensuite, j'ai voulu voir ce que disaient les méta-analyses sur les rouleaux de massage concernant l'amélioration de la souplesse. Une méta-analyse, c'est la synthèse de tous les articles scientifiques qui sont sortis sur un même sujet. Au lieu de lire des articles scientifiques de manière isolée,
C'est pas évident de s'y retrouver parce que certains vont dans un sens et certains disent absolument le contraire. Avec une méta-analyse, on fait la synthèse d'une cinquantaine ou d'une centaine d'études qui sont sorties sur le sujet et on regarde de manière globale dans quel sens vont les résultats. Et on a un regard beaucoup plus objectif sur la question que si on prend une seule étude de manière isolée. Donc j'ai trouvé une méta-analyse sur les rouleaux de massage qui s'intitule « Une revue systématique et une méta-analyse concernant les effets des rouleaux de massage sur l'amplitude de mouvement, donc la souplesse, la récupération et les marqueurs de la performance ». La méta-analyse a été réalisée sur 32 études et les rouleaux de massage ont bien un impact positif sur l'amplitude de mouvement, donc ils améliorent la souplesse. Par contre, ils ne savent pas précisément quel mécanisme induit cette amélioration. Ça peut être l'extensibilité des tissus, un changement au niveau de la température, une meilleure perfusion. Ça pourrait jouer aussi sur des facteurs de fatigue ou sur le réalignement des fibres musculaires. Là, ils n'évoquent pas la théorie des fascias. Cela dit, ils insistent bien en disant que si les effets immédiats des rouleaux de massage sont évidents, les effets à long terme ne le sont pas encore. Donc, on ne peut pas encore conclure que les rouleaux de massage ont un effet positif à long terme. Les prochaines études qui sortiront nous donneront sûrement la réponse. Concernant les effets des rouleaux de massage sur la performance et sur la récupération, donc d'après la méta-analyse, il n'y aurait aucun effet sur la performance, et les rouleaux de massage auraient un effet bénéfique sur la récupération, avec notamment une diminution de la perception de la douleur et une diminution des courbatures. Cependant, ils concluent en disant qu'ils n'ont aucune idée si les rouleaux de massage sont vraiment plus efficaces que n'importe quelle autre stratégie de récupération. Après, j'avais aussi trouvé une autre étude de 2013 qui est très intéressante parce qu'elle montrait qu'il n'y avait aucune amélioration de la souplesse sur la chaîne postérieure quand les participants effectuaient soit uniquement des exercices d'automassage, soit uniquement des exercices d'alignement posturaux, soit uniquement des étirements passifs. Par contre, il y avait un gain quand les différentes méthodes étaient combinées. Par exemple, quand ils faisaient automassage plus exercices d'alignement posturaux ou automassage plus étirements passifs. En conclusion, la tenségrité n'est qu'une théorie pour le corps humain, mais elle semble se confirmer de plus en plus, parce que les fascias, ils existent, ils sont bien présents. Après, est-ce qu'ils respectent vraiment 100% des lois de la tenségrité ? Ça reste encore à vérifier. Après, il semblerait qu'en massant une zone, on aurait des gains sur un autre maillon d'une chaîne fonctionnelle. Mais on ne sait pas précisément quels sont les mécanismes qui sont à l'origine de cette amélioration. Est-ce que ça serait les fascias ou est-ce que ça serait plus musculaire ? Difficile d'être précis quand on masse toute une zone. Ou est-ce que ça serait d'autres mécanismes comme la température ou le réalignement des fibres musculaires ? En tout cas, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de recette miracle, comme le montre la dernière étude. N'oubliez pas de combiner différentes méthodes dans une même séance, donc faire des automassages plus des exercices de posture et des étirements. En combinant différentes méthodes, on est sûr d'avoir les meilleurs résultats possibles. Si vous avez envie d'aller plus loin, je mets toutes les sources en description, les études scientifiques et des documentaires sur les fascias. Cette vidéo m'a demandé un gros travail de recherche et de synthèse, donc si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, c'est gratuit et ça permet de me soutenir dans mon travail. Tu peux aussi mettre un commentaire, mettre un like ou partager la vidéo, ça prend 2 secondes, ça me permet d'avoir des retours et ça permet d'augmenter aussi le référencement de la vidéo. Prochaine vidéo vendredi prochain à 18h et moi je vous dis ciao. Je passe ma journée sur mon téléphone, j'ai souvent la flemme sur mon téléphone. C'est vrai que j'ai souvent fait des fautes, car l'enfer c'est pas seulement les autres.